Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à votre émission L'invité de la semaine sur Radio Liberté 92.8 FM. Cette semaine, Radio Liberté déroule son tapis au porte-parole de la coordination nationale des syndicats de l'éducation, Bonaventure Belem, inspecteur d'éducation des jeunes enfants. Monsieur Belem est le secrétaire général du syndicat national des professionnels de l'éducation préscolaire SINAPEP, un des 15 syndicats de la coordination des syndicats de l'éducation. Bonaventure Belem, bonjour à vous. Oui, bonjour M. Oulon. L'invité de la semaine est mise en onde par Tiona Sanogo. Présentation Atiana Serge Oulon. On va commencer déjà par vous. Vous êtes inspecteur d'éducation des jeunes enfants. Déjà, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'inspecteur d'éducation des jeunes enfants? Oui, merci M. Oulon pour la parole donnée. Je suis inspecteur d'éducation des jeunes enfants. En tant qu'inspecteur, je suis un encadreur pédagogique de l'éducation préscolaire. Et dans ce sens, nous participons donc à l'élaboration des politiques et programmes en matière d'éducation en matière d'éducation préscolaire, et également le suivi des normes et des standards en matière d'éducation préscolaire. Nous participons à la formation des personnes de l'éducation préscolaire et tout ce qui élève la conception en matière d'éducation, et plus précisément, nous contribuons à la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière d'éducation préscolaire. Alors, des études ont révélé que c'est un domaine qui est délaissé. Il y a eu cette commission d'enquête parlementaire où c'est ressorti clairement que le préscolaire, c'est une affaire du privé. L'État n'investit plus. Est-ce que vous qui êtes un acteur du milieu, c'est une réalité que vous constatez? C'est un secteur qui est délaissé, le préscolaire. L'État n'investit plus dans ce secteur. Non, lorsque vous dites que l'État n'investit plus, c'est comme s'il y a eu un moment où il y avait des investissements particulièrement énormes dans le domaine de l'éducation préscolaire. Il faut dire que l'éducation préscolaire, dans l'acception populaire, dans la compréhension des uns et des autres, c'est un domaine qui est réservé à une certaine classe sociale. Il faut être aisé pour envoyer ses enfants à la maternelle. À la maternelle et au niveau des structures d'éducation préscolaire. Mais nous avons eu la chance ou la grâce d'avoir un président visionnaire. Je nomme ici le capitaine Thomas Sankara, qui, dès sa prise de pouvoir dans les années 83-84, il a déjà dit qu'il fallait développer l'éducation préscolaire. Et c'est grâce à Thomas Sankara donc que l'éducation préscolaire a pu avoir son take-off, le décollage. Nous sommes passés de 10 structures avant la Révolution à 80 structures en moins de 4 ans de gouvernance. C'est à cette époque qu'on a eu l'avènement des garderies populaires. Des garderies populaires. Parce que le capitaine Thomas Sankara avait de la vision. Il avait dit que le pays ne pouvait pas se développer tant que les parents allaient continuer à avoir la charge des enfants de 0 à 6 ans, et plus particulièrement les enfants de 3 à 6 ans. Il fallait donc que des structures soient mises en place pour pouvoir permettre à ces parents d'aller au travail et que des professionnels puissent s'occuper de ces enfants pendant qu'eux, ils contribuent au développement du pays. Sa vision était de faire en sorte que toutes les provinces, tous les chefs-lieux de province, puis les départements aient des garderies populaires. Là, les femmes pourraient contribuer au développement du pays à travers les activités socio-professionnelles. Les enfants pourront aller à l'école parce qu'on sait que sans éducation, on ne peut pas aller de l'avant économiquement. Donc, c'est sa vision. Mais après son départ de 87 à 2018, nous avons à peine 135 structures d'éducation préscolaire publiques. Sur l'ensemble du territoire national. Sur l'ensemble du territoire national. Pour dire que ce qu'il a pu réaliser en 4 ans, d'autres régimes n'ont pas pu faire la même chose en 20-30 ans. Donc, c'est vraiment un domaine délaissé. Donc, pour vous, on ne peut pas parler de délaissement, mais c'est un constat que c'était un désintérêt. C'est simplement un désintérêt pour l'éducation préscolaire. Alors, vous êtes le premier responsable du syndicat national des professionnels de l'éducation préscolaire. Déjà, pourquoi cette création d'un syndicat des professionnels de l'éducation du préscolaire? Bon, non, la création du syndicat est intervenue dans un contexte de transfert de l'éducation préscolaire au ministère de l'Éducation nationale en juillet 2013. Et lorsque nous nous sommes retrouvés, il fallait donc avoir une structure qui puisse être le relais pour pouvoir poser un certain nombre de problèmes. Parce que dans la gouvernance, il y a des éléments qu'on ignore. Et
l'avantage d'avoir une structure syndicale, c'est d'aider à la prise de décision, accompagner, éclairer les décideurs. Tout ce que les gouvernants font, c'est pas forcément par mépris ou par refus. Il arrive que un domaine ne soit pas convenablement pris en charge parce que l'information manque. Et nous avons pensé que c'était bon de mettre en place une structure syndicale qui puisse interpeller, et l'interpellation peut amener les gouvernants donc à revoir leur façon d'intervenir dans un domaine comme l'éducation préscolaire. Et quels sont les aspects qu'on y a de l'aspect du domaine du préscolaire? Lorsque vous prenez l'éducation préscolaire au niveau du Burkina, des intellectuels d'un certain rang se demandent qu'est-ce que l'éducation préscolaire. Parce que lorsque vous prenez l'enseignement primaire, tout le monde est passé par l'enseignement primaire. Lorsque vous prenez le post-primaire ou même les études supérieures, nous sommes assez nombreux à avoir vu et traverser ces différentes structures éducatives. Malheureusement pour le préscolaire, quand vous rencontrez un homme qui a déjà 40 ans, on peut présumer a priori que la personne n'est pas passée par l'éducation préscolaire. Donc c'est un domaine qui est vraiment ignoré. Qu'est-ce qui permet de déceler ces éléments-là, justement, de savoir qu'on n'est pas passé par le préscolaire? Non, bon, pour savoir qu'on n'est pas passé par le préscolaire, il n'y a pas d'indicateur spécifique qui permet de savoir que quelqu'un n'est pas passé par le préscolaire. Mais les statistiques sont là. Nous savons que dans les années 2002-2003, on était à 0,9%, 0,8%. Aujourd'hui, en 2019, nous sommes autour de 4%. 4,1% pour si on tient compte de toutes les dernières statistiques qui sont pas encore de toutes les dernières statistiques autour de 4,1% au cours de l'année scolaire 2017-2018. On peut présumer donc que la majorité des adultes ne sont pas passés par l'éducation préscolaire. Mais pour l'importance, je pense que la littérature est assez abondante sur la question. Donc, lorsque vous partez sur Internet, lorsque vous prenez des ouvrages de la Banque mondiale, tout montre que les enfants qui sont passés par l'éducation préscolaire ont une plus-value et plus d'opportunités de réussite dans la vie par rapport à ceux qui ne sont pas passés par l'éducation préscolaire. Vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 et vous êtes à votre émission L'invité de la semaine. Cette semaine, le porte-parole du mois de la Coordination nationale des syndicats de l'éducation, Bonaventure Belem, est notre invité. Il est par ailleurs le secrétaire général du syndicat national des professionnels de l'éducation préscolaire. On va s'arrêter largement sur la Coordination nationale des syndicats de l'éducation qui a décidé depuis le 17 décembre 2018 de la suspension des évaluations au poste primaire et au secondaire, des compositions au primaire et au préscolaire, l'arrêt du traitement et de la transmission du courrier relatif aux données statistiques, les rapports trimestriels, le non-traitement des dossiers d'examen et concours au primaire, post-primaire ou au secondaire. Ce mot d'ordre fait suite à une réaction de la CNSE sur les propositions du gouvernement à propos du statut valorisant le bilan d'application du protocole d'accord. Déjà sur ces aspects-là, est-ce qu'à ce jour, c'est un mot d'ordre qui est toujours d'actualité, M. Belem? Notre mot d'ordre est d'actualité et est en cours. Alors, quel est le bilan qu'on peut dresser depuis le 17 décembre? C'est-à-dire que pour les établissements où on fait des trimestres, il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de calcul de moyenne. Tout à fait. C'est le mot d'ordre qui l'impose. Il n'y a pas de composition au niveau des écoles primaires, il n'y a pas d'évaluation qui puisse permettre de faire de calculer les moyennes pour les établissements post-primaires et secondaires, et le mot d'ordre est en cours. Est-ce que le mot d'ordre est suivi sur toute l'éternité du territoire national? Nous sommes très contents de nos militants parce qu'ils suivent scrupuleusement les prescriptions du mot d'ordre. Donc vous êtes à un mot d'ordre de respect de 100%? Bon, statistique pour statistique, c'est difficile de dire que ça fait 100%, mais nous sommes satisfaits de nos bases par rapport au respect de ce mot d'ordre sur l'ensemble du territoire national, parce que nous sommes en contact avec les coordinations régionales et le mot d'ordre est assez bien respecté. Alors, du côté du gouvernement, c'était l'incompréhension dès que le mot d'ordre a été lancé, parce qu'on estimait que les discussions étaient toujours en cours. On ne comprend pas pourquoi vous décidez de lancer ce mot d'ordre-là. Pourquoi les débats sont en cours et vous décidez tout de même de lancer ce mot d'ordre-là, M. Belem? Monsieur Houlon, lorsqu'on dit qu'il n'y avait pas nous étions en discussion, c'est pas tout à fait juste. Lorsque vous prenez
notre rencontre du 30 novembre au cours 2018, je rappelle, au cours de laquelle on nous a présenté les réponses du gouvernement par rapport à nos préoccupations lorsqu'on était en négociation sur le statut valorisant. Et au même moment, on communique des informations qui devaient être internes à un comité, à l'ensemble des Burkinabés à travers donc la presse. Donc la coordination des syndicats n'était pas au courant de ces propositions du gouvernement? Non, nous venons d'avoir les informations à 9h et à 10h déjà il y avait une conférence de presse du gouvernement sur les mêmes questions. Lorsque nous sommes en négociation, nous nous sommes réservés de communiquer malgré les interpellations de nos bases. Et au même moment, le gouvernement communique sur des propositions qui sont faites à l'intérieur d'un comité de négociation. Et nous pensons que c'est les principes élémentaires de négociation interdit cela. On ne peut pas être en négociation et communiquer tout ce que l'un propose et l'autre refute. C'est pas comme ça. Le gouvernement a présenté tout ce qui est déjà comme acquis et ce qui était toujours en débat. Est-ce que c'était pas la réalité? Non. Le gouvernement a présenté ses propositions faites sur nos positions. Nous avons fait des propositions et c'était le retour donc du gouvernement par rapport à nos propositions. Mais ce sont des débats qui se mènent à l'intérieur d'un comité de négociation, d'élaboration du statut valorisant particulier des personnes de l'éducation. Mais pourquoi communiquer ces propositions-là à la presse, à l'ensemble des Burkinabés, alors que ce ne sont pas des conclusions? Nous ne sommes pas contre, parce que ce que nous disons, ce n'est pas confidentiel. Mais l'esprit voudrait que ce soit les conclusions des négociations qui soient portées à la connaissance de l'ensemble des populations. Parce que qui dit éducation dit sujet d'importance nationale. Et qui que nous soyons, nous avons acteurs directs ou indirects de l'éducation. Nous sommes soit acteurs parce que nous sommes enseignants, professeurs, éducateurs ou autres. Et nous sommes bénéficiaires des prestations de l'école parce que nous avons nos enfants qui sont inscrits dans ces établissements-là. Donc, la question de l'éducation est assez importante et nous n'entendons pas faire cacher des conclusions. Mais pour nous, on devrait communiquer des conclusions et non des propositions qui sont encore dans une dynamique de discussion. Donc ça, c'est la première pomme de discorde. C'est la première pomme de discorde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme problème entre vous et le gouvernement? Bon, il faut reconnaître que le protocole que nous avons signé le 27 janvier 2018 connaît de graves retards et de grands retards de mise en œuvre. Des points très importants du protocole n'ont pas bougé d'un iota, comme on le dit, depuis le 27 janvier 2018. Lorsque vous prenez la question de la bonification d'échelon, les gens diront qu'on s'enlise sur des questions pécuniaires. Non. Lorsqu'on prend la question de la bonification d'échelon qui devrait intervenir en fin septembre, et sur la question, le gouvernement vient nous dire qu'il manque une base juridique. Nous pensons que c'est pas assez, je dirais, entre guillemets, assez responsable. Pourquoi nous disons cela? Lorsque le gouvernement s'engage à octroyer un échelon aux personnes de l'éducation et de la recherche, il doit avoir réfléchi au mécanisme de mise en œuvre. Parce que nous n'avons pas signé le protocole avec un ministère, c'est l'ensemble du gouvernement. Avec ses techniciens, toute la crème du gouvernement burkinabé était là. Parce que nous avions le premier ministère, la fonction publique, le ministère de l'économie et des finances, le MENA avec tous ces techniciens. Il n'y a pas de raison que le gouvernement aille signer, prendre des engagements qui ne peuvent pas être respectés parce qu'il n'y a pas de base juridique. Mais quand le gouvernement revient plus tard pour nous dire qu'il y a un problème, nous ne sommes pas prêts pour accepter ces choses-là, avaler ces couleuvres-là. C'est difficile. Lorsque vous prenez également la question des monitrices des ex-garderies populaires, le gouvernement s'était engagé un mois après pour trouver une solution. La signature du protocole d'accord pour signer une solution définitive. Et jusqu'à en 2019, aujourd'hui en janvier 2019, jusque-là, il n'y a pas de propositions concrètes sur la table. Et c'est valable pour bien d'autres éléments, le kit de trousseau pédagogique, la construction, parce que notre protocole a l'avantage de ne pas être égoïste et mercantile. Nous pensons système éducatif. Donc vous n'avez pas lancé le mot d'ordre juste pour des questions financières? Non, c'est pour l'ensemble du système éducatif. Il y a des éléments qui peuvent concerner les personnes de l'éducation que nous sommes, mais il y a aussi des points qui intéressent l'ensemble du pays.
lorsqu'on parle de qualité de l'éducation, c'est un enjeu national. L'avenir du pays en dépend. Lorsqu'aujourd'hui on n'arrive pas à asseoir un système éducatif performant, on ne s'en sortira pas dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 30 ans. Parce que tout repose sur les compétences des ressources humaines. Lorsque vous n'avez pas investi dans les ressources humaines, dans le capital humain, ce serait très difficile de voir le développement plus tard. Et nous, notre plateforme visait donc à asseoir un système éducatif performant qui puisse garantir au Burkina des lendemains meilleurs. Alors, à propos du statut valorisant, il y a une commission qui a été mise en place, gouvernement, syndicat. Aujourd'hui, vous avez dénoncé en fait la sortie médiatique du gouvernement sur les propositions faites par cette partie. Où vous en étiez avec les débats sur le statut valorisant? Oui, sur le statut valorisant, on avait arrêté un certain nombre de points et il y a 3 points sur lesquels il n'y avait pas d'accord. On avait des difficultés à s'entendre. Il s'agissait essentiellement de la question de la nomenclature des emplois. Parce qu'en tant qu'acteur de terrain, lorsque nous déclinons des emplois, nous tenons compte de l'efficacité. On peut bien avoir un seul emploi, 2 emplois, 3 emplois, en fonction donc de l'objet du travail. Nous avons dit, pour notre part, que le système éducatif sera performant en ayant au moins 2 emplois d'enseignement et 2 emplois d'encadreur pédagogique, aussi bien au préscolaire, au primaire qu'au post-primaire et secondaire. Le gouvernement semble trouver qu'il y a doublon lorsque on a à la fois des conseillers pédagogiques et des inspecteurs pour tous les niveaux. Et sur ce point, nous ne nous accordons pas jusque-là. Et il y avait aussi la question des personnels qui sont sur le terrain. Il y a des gens qui sont battus pour voir leur situation s'améliorer. Et le gouvernement semble dérouler simplement un statut particulier. On ne va pas, une structure syndicale ne revendique pas la mise en œuvre des décrets d'application d'une loi. Le gouvernement semble penser que notre revendication, c'était juste pour qu'on écrive un statut particulier qui est une émanation de la loi 081. Parce que c'est écrit dans la loi qu'après avoir adopté la loi, il fallait donc des statuts particuliers par corps de métier. Pour le gouvernement, il n'entend pas valoriser, accorder des avantages spécifiques dans l'élaboration de ce statut-là. Nous avons dit non. Il y a des gens qui se sont battus pour l'avènement de ce statut. Il faut que ces personnels-là soient pris en compte. Mais le gouvernement semble changer de dénomination pour certains emplois et disposer simplement pour l'avenir. Donc sur ce point également, nous ne trouvons pas un consensus jusque-là. Alors sur quoi vous vous êtes entendu? Non, nous nous sommes entendus sur les niveaux d'entrée pour un certain nombre d'emplois. Lorsque le gouvernement nous propose le relèvement du niveau d'entrée à partir du bac pour le préscolaire, pour le primaire et pour la vie scolaire, il n'y a plus d'assistants, mais des attachés d'éducation. Au niveau du primaire, il n'y a plus d'IAC niveau BPC. IAC, ce sont les adjoints certifiés. Il n'y a plus d'IAC, mais plutôt des professeurs des écoles recrutés sur la base du bac et formés en 2 ans. Ce sont des points sur lesquels nous sommes d'accord. Alors, vous avez lancé le mot d'ordre depuis le 17 décembre 2018. Aujourd'hui, est-ce que le dialogue a repris entre le gouvernement et la coordination nationale des syndicats de l'éducation? Oui, depuis le 4 janvier, nous avons rencontré son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour la relance des discussions. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes avancé? Où vous en êtes avec le débat? Oui, nous avons au niveau de la coordination examiné les dernières propositions. Nous avons également pris quelques engagements qui puissent nous permettre de sortir de crise. Donc la sortie de crise c'est pour bientôt? Oui, bientôt c'est B-I-E-N-T-O-O. Bon, donc c'est bon, bientôt oui. Mais quand? Le bientôt, on ne peut pas donner un délai très fixe, mais c'est bientôt.
la rentrée scolaire 2017-2018, il y a eu ce mot d'ordre, il y a eu cet arrêt, cette suspension des évaluations, et vous l'avez dit tantôt, il y a eu cette signature du protocole d'accord le 27 janvier 2018. Cette fois-ci, en décembre, vous rébellotez. Est-ce que c'est devenu la nouvelle arme de la coordination nationale des syndicats de l'éducation? Non, la coordination nationale des syndicats de l'éducation regroupe... Parce que c'est la deuxième fois que vous mettez en exécution ce mot d'ordre d'arrêt de travail. Non, nous n'avons pas arrêté de travailler. Nous avons tout mis en œuvre pour que les enfants puissent continuer à apprendre. Une partie du travail n'est pas exécutée, M. Belem. Quand vous faites les cours et que vous ne faites pas les évaluations, quand normalement au premier trimestre on devrait avoir les moyens et ce n'est pas fait, vous décidez de ne plus transmettre les données, les statistiques. C'est vraiment notre corps défendant que nous avons pris ce mot d'ordre, parce que nous y avons été contraints. Nous y avons été contraints et tout était mis en œuvre pour qu'il n'y ait même pas de rentrée. N'eût été la compréhension de nos bases qui ont accepté quand même aller à l'école malgré les grands retards qu'on vivait au niveau de la mise en œuvre du protocole, malgré quelques difficultés liées à l'insécurité ou autres. Nous sommes quand même allés à la rentrée. Et lorsque la suspension, nous avons décidé de ne plus évaluer, c'est intervenu, c'est vraiment notre corps défendant. Parce et c'est la deuxième fois, ça arrive pratiquement au premier trimestre. Est-ce que c'est devenu la nouvelle arme de la coordination? Non, c'est pas une arme, c'est pas une arme. Nous aussi, nous devons nous faire entendre. S'il y a des difficultés, nous devons nous faire entendre. Et c'est le seul moyen dont nous disposons pour nous faire entendre. Pour certains observateurs, c'est une prise en otage du système éducatif. Est-ce que vous le comprenez? Non, nous ne sommes pas d'accord qu'on dise que nous prenons en otage le système éducatif. Nous sommes les acteurs du système éducatif. Nous sommes les bénéficiaires du système éducatif et il n'y a pas de raison que nous, on veuille prendre en otage le système éducatif. Nous, en tant qu'acteurs, partenaires de l'éducation, en tant que responsables syndicaux, nous avons nos enfants dans le système éducatif. Nous sommes dans le système éducatif. C'est notre matière de travail. Nous sommes des Burkinabés qui n'avons pas la chance d'avoir nos enfants dans de grandes écoles, comme certains. Nous sommes au niveau de l'éducation en tant qu'acteurs. Nous avons nos enfants dans le système. Il n'y a pas de raison qu'un responsable syndical de la coordination nationale des syndicats de l'éducation veuille saboter ou prendre en otage le système éducatif. Maintenant, notre lutte s'inscrit dans une logique de valorisation du système éducatif, d'amélioration de la performance du système éducatif. Nous voulons que le système soit plus performant avec la mise en œuvre du protocole, avec nos revendications. C'est tout simplement ça. Sinon, loin de nous toute idée de compromettre ou de prendre en otage un quelconque système éducatif. Nous ne le souhaitons pas et ce n'est pas dans cette logique que nous sommes. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 FM. Vous êtes à votre émission, l'invité de la semaine. Cette semaine, le secrétaire général du syndicat national des professionnels de l'éducation préscolaire, Bonaventure Belem, est notre invité. Il est le porte-parole de la coordination nationale des syndicats de l'éducation. Alors, le Burkina a depuis ce jeudi 10 janvier 2019 un nouveau chef d'état-major général des armées. Moïse Minungo remplace à ce poste le général Oumarou Sadou qui a passé 2 ans, 6 jours depuis l'attaque de la brigade de gendarmerie de Samorogan dans le Haut-Bassin en octobre 2015. Le Burkina est plongé dans un cycle d'attaques terroristes, d'assassinats ciblés, d'enlèvements, de menaces, de destruction d'édifices publics et privés. Des écoles ont été fermées, des enseignants et des élèves ont subi diverses formes de violence. Cette semaine, à l'est, dans la commune de Maguari, c'est le chef coutumier qui a été assassiné. On évoque une douzaine de morts dans un village de la commune rurale de Arbinda, dans le Sahel. D'autres assassinats ont été également signalés cette semaine. Déjà, sur la nomination du nouveau chef d'état-major général des armées, quel est votre commentaire sur cette nouvelle nomination au niveau de l'état-major général des armées? Si la nomination du désormais général Minogou Moïse va nous permettre de sortir de crise, c'est tant mieux. Mais lorsque nous écoutons, nous observons un peu certains analystes, le problème était lié au commandement. C'est récurrent, certains disent qu'il y a un problème de commandement au niveau de l'armée. Bon, si la nomination du nouveau chef d'état-major général des armées pourra résoudre ce problème, c'est tant mieux. Mais au-delà de la nomination de la personne du Minogou Moïse comme CMGA, il y a d'autres questions que l'on se pose. Lesquelles? Est-ce que c'est seulement un problème de commandement qu'il y a au niveau du
de commandement au niveau de l'armée burkinabé. Pour certains, il y a un déficit d'équipement, la qualité des équipements. Et lorsque on lit un peu les réseaux sociaux et certaines presses, on se rend compte que l'armée souffre aussi de problèmes d'équipement. Pour certains, il y a eu des interventions qui se sont soldées par des morts du FDS parce que tout simplement, ils n'avaient pas suffisamment de munitions. Bon, je ne suis pas très sûr de ce que je dis, mais si c'est avéré, c'est assez grave. La nomination d'un nouveau chef d'état-major ne va pas résoudre le problème. Il faut aller au-delà. Aller au-delà signifie qu'il faut équiper les FDS pour qu'ils puissent avoir les moyens d'intervenir. Les moyens d'intervenir et résister véritablement à ces hommes sans foi ni loi qui s'attaquent à nos populations et à nos FDS. Il faut, si c'est le commandement, il faut revoir le commandement. Donc, dans son ensemble. Je pense que c'est pas la nomination d'un homme qui pourra tout changer. Mais je suppose que c'est après avoir fait une analyse situationnelle qu'on a décidé d'intervenir au niveau du commandement. C'est tant mieux si ça pourrait résoudre les problèmes. Mais de mon point de vue, il faut aller au-delà de la nomination du chef d'état-major pour voir les équipements, pour voir l'ensemble, la motivation des acteurs sur le terrain, pour nous permettre de sortir de cette crise qui n'a que trop duré. Sur la situation sécuritaire, on va s'arrêter aussi sur le volet éducation parce que le secteur de l'éducation a pâti de cette situation-là. On a eu des écoles qui sont fermées, une centaine. On a même organisé des sessions spéciales au niveau du Sahel et du Nord pour les élèves en classe d'examen. Cette rentrée scolaire, des élèves burkinabés ne sont toujours pas rentrés parce que des écoles sont fermées, des lycées également. Les enseignants ont déserté parce qu'il y a eu des menaces, il y a eu des intimidations, il y a eu des cas de violence physique et même psychologique sur certains enseignants. Est-ce qu'au niveau de la coordination nationale des syndicats de l'éducation, c'est un sujet qui préoccupe? Non, c'est un sujet très préoccupant. Parce qu'on ne vous a pas entendu en dehors de l'assassinat de votre collègue il y a 2 ans, Badini Salif. On n'a plus entendu la coordination nationale des syndicats de l'éducation sur cette situation. Et pourtant, nous avons fait une déclaration dans la presse en novembre 2018 sur la situation de l'insécurité au niveau, en ce moment c'était le Sahel, c'était l'Est et le Nord. Mais bon, il y a la région de la Beaucoup de Moun aussi qui vient d'entrer dans la triste liste des régions victimes de terrorisme. Donc il y a désormais 4 régions. Et à la date du 4 janvier 2019, on nous communiquait 844 écoles fermées. C'est tout l'étendue du territoire national. Du territoire avec 107 081 élèves qui sont donc touchés par les conséquences. Ce sont les chiffres de la coordination ou ce sont les chiffres officiels? Non, la coordination ne dispose pas de moyens pour avoir des Parce chiffres. qu'à travers vos relais aussi, peut-être qu'il est possible que les informations, les camarades font remonter peut-être l'information. Jusque-là, la coordination n'a pas mis en place un mécanisme de collecte d'informations. Ça, ce sont les chiffres officiels. Ce sont les chiffres officiels communiqués par le gouvernement à notre rencontre avec le Premier ministre le 4 janvier 2019. Donc, 844 écoles fermées. Avec 107 080 élèves. 81 élèves. 81 élèves. Dans les 4 régions touchées. On lisait encore la fermeture du lycée de Kimbara et autres. Toujours dans la boucle du monde, dans la province du Sourou. C'est pour dire que ce sont les chiffres qui vont connaître une hausse. À la hausse. Mais lorsque les terroristes s'en prennent à l'institution éducative, ce n'est pas anodin. Pourquoi on ne s'en prend pas à autre chose, mais on s'intéresse à l'éducation? Parce que même les terroristes, qu'on dit sans foi ni loi, savent que c'est le meilleur moyen pour compromettre le développement d'un pays. C'est pas pour rien, ils s'acharnent contre l'institution scolaire. C'est un moyen pour pérenniser le terrorisme. Si le gouvernement burkinabé, si les autorités laissent faire et que nous n'arrivons pas à imposer l'école dans les différentes localités et accorder ce droit à l'ensemble des enfants, ce sont les enfants qui ont empêché d'aller à l'école qu'ils vont recruter plus tard pour les accompagner dans leurs basses besognes. Donc ce n'est pas anodin que les touristes s'en prennent à l'école parce qu'ils savent que c'est un instrument très important. Et nous invitons, et nous n'avons eu de cesse de le répéter,
que nous invitons les gouvernants à tout mettre en œuvre pour sécuriser véritablement le pays et permettre à l'ensemble des enfants d'accéder à l'école. Il faut bien le faire parce que c'est le seul moyen pour garantir un avenir au Burkina Faso. Maintenant, ce qui est fait jusque-là, on nous a toujours assuré que tout est mis en œuvre, qu'il y a des mécanismes qui sont plus ou moins secrets qu'on ne peut pas nous communiquer sur pour préserver l'école, pour garantir le fonctionnement de l'institution éducative. Mais nous, ce que nous constatons, c'est qu'il n'y a pas de résultat. S'ils disent avoir mis des mécanismes en place pour pouvoir garantir le fonctionnement des écoles, nous constatons que ça ne marche pas. Et nous invitons donc les gouvernants à se donner les moyens d'aller à la préservation de l'école, d'aller à la sécurisation des écoles pour que l'éducation puisse se poursuivre. Parce que les conséquences de ces fermetures, nul ne peut les estimer. Tout de suite et dans 5-10 ans. Sur la situation de vos collègues, parce qu'il y a eu certains de vos collègues qui ont été menacés, d'autres ont été agressés physiquement. Est-ce que au niveau de la coordination des syndicats de l'éducation, vous faites le suivi? Est-ce que vous avez une idée très exacte de vos collègues, du personnel de l'éducation ayant subi ces genres d'agressions physiques ou verbales? Oui, les informations remontent. Les informations remontent pratiquement tous les jours. Il y a des menaces qui sont en fait dans les écoles. Vous êtes dans votre classe, un groupe d'individus arrive bien armés, on vous sort, on vous dit non, on ne veut plus que vous enseigniez. La plupart sont des dames qui sont vraiment affectées par ces menaces. Vous avez suivi le cas de l'Ouroum, là où des enseignants ont été simplement bastonnés publiquement devant leurs élèves. Donc ce sont des traumatismes qui sont assez difficiles. Malheureusement, il n'y a pas une structure de prise en charge psychosociale ou post-traumatique au Burkina. Donc, ils sont laissés à eux-mêmes avec toutes les conséquences. Donc, les plus résistants pourront faire le deuil de ce qu'ils ont vécu et continuer à vivre normalement. Il y a des gens qui ne pourront plus remonter la pente. C'est malheureux, mais c'est ça. Il y a des dames qui ont juré de ne plus repartir à ces postes de travail, même s'il faut être licencié, préfèrent être licencié que de vivre ce qu'ils ont vécu. Donc ce sont des choses qui restent en la tête et il faut qu'on ait un système intégré de prise en charge. Au même moment que nous combattons les terroristes, il faut aussi mettre en place des mécanismes de gestion des victimes. Est-ce que ce sont des préoccupations à l'ordre du jour quand vous discutez avec le gouvernement? Tout à fait. Nous, comme je l'ai dit, nous interpellons régulièrement le gouvernement par rapport à sa responsabilité de préservation de l'école. C'est un droit pour les enfants, c'est aussi un droit pour les collègues de préserver leur propre vie. Il faut que le gouvernement puisse mettre en place des mécanismes, des moyens qui rassurent et qui protègent les acteurs de l'éducation. Si le premier réflexe de l'homme, quand il est menacé, c'est sauver sa vie. On veut bien chasser l'ignorance, mais il faut vivre pour chasser l'ignorance. Lorsque sa propre vie est menacée, c'est assez difficile. Donc nous rappelons régulièrement au gouvernement, à l'État, son devoir de protection des populations et des enseignants, son devoir de servir une éducation à l'ensemble des enfants burkinabés, et les deux mis ensemble, c'est une invite à travailler pour réinstaurer la sécurité et la paix dans les différentes contrées du Burkina. L'Assemblée nationale tient depuis ce mardi 8 janvier 2019 une session spéciale pour délibérer sur le projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence instauré sur une partie du territoire national. Cette mesure avait été prise en conseil extraordinaire des ministres le 31 décembre 2018. L'état d'urgence a été décrété dans 14 provinces du Burkina Faso et concerne les régions de la Boucle du Moun, des hauts-bassins du centre-est, de l'est, du nord et du Sahel. Et finalement, l'Assemblée nationale a décidé de la prorogation de cet état d'urgence-là de 6 mois à partir du 13 janvier. Quelle est votre appréciation? Est-ce que la solution passe par là, l'état d'urgence sur une partie du pays? Oui, certains avaient déjà invité à l'institution de cet état d'urgence pour pouvoir combattre l'insécurité.
Maintenant, c'est peut-être ça intervient tard, mais ça reste quand même un moyen pour permettre à l'État d'avoir plus d'autorité et combattre véritablement les terroristes, comme on les appelle. Donc, si c'est ce qu'il faut, c'est tant mieux. Donc on estime que ça va s'avérer inefficace parce que l'État est déjà absent, parce que si les terroristes agissent, c'est parce que déjà il n'y a pas d'État. Et si on décrète l'état d'urgence pour donner plus de force à la force publique alors que vous n'êtes pas présent sur le terrain, c'est pratiquement une situation quasi nulle. On revient à la case départ. Bon, l'état d'urgence, si ça doit être pris pour que des régions restent encore entre les mains des terroristes, des no man's land dans le Burkina, c'est pas nécessaire. Mais nous supposons que c'est un ensemble d'actions que l'État voudrait bien prendre, en renforçant ses moyens sur le terrain et en renforçant ses prérogatives. S'il faut seulement avoir plus de prérogatives et ne pas agir, autant ne pas aller à l'état d'urgence. Nous supposons que l'État veut bien renforcer ses interventions. C'est dans ce sens que cette mesure est prise. Sinon, seul l'état d'urgence de façon isolée, ça ne sert à rien. Parce qu'on se rappelle de la mesure d'interdiction des engins à 2 roues, des tricycles dans cette zone, une partie de la nuit, mais finalement, on se dit qu'on n'a même pas les moyens de pouvoir vérifier, en fait, l'application de cette mesure-là. Bon, donc c'est juste rappeler encore une fois à l'État qu'il a un devoir de protection des hommes, des habitants du Burkina, où qu'ils se trouvent sur le territoire national. Donc, s'ils ont pris la mesure de la situation en décrétant l'état d'urgence, il faut qu'ils se donnent les moyens de rendre utile cet état d'urgence. S'il faut décréter un état d'urgence et laisser des zones entières entre les mains des terroristes, c'est de la poudre aux yeux, ce n'est pas la peine de fatiguer les communautés avec des mesures qui vont seulement s'appliquer aux citoyens ordinaires et aux citoyens honnêtes. L'état d'urgence devrait viser à combattre les terroristes et non à compromettre le bon fonctionnement des citoyens dits honnêtes. Globalement, sur cette question sécuritaire, par rapport aux actions ou aux réponses apportées par le gouvernement, comment vous appréciez? Est-ce que c'est à la hauteur de la menace? Bon, ce qui nous revient très souvent, c'est que la question terroriste est assez difficile à enrayer. Ce qui nous revient également, c'est que le gouvernement dit mettre des moyens pour pouvoir lutter contre le terrorisme, mais le résultat, c'est que le terrorisme, les zones conquises par les terroristes s'accroissent. C'est ça le constat. Donc, nous ne pouvons qu'apprécier les résultats. Les moyens, nous n'avons pas un mécanisme d'apprécier quels sont les moyens qui sont mis en œuvre pour lutter véritablement contre le terrorisme. Mais au niveau des résultats, il n'y a pas de résultat au rendez-vous. C'est ce que nous constatons. Et si c'est parce qu'ils n'ont pas mis suffisamment de moyens, que les résultats sont négatifs, qu'ils mettent plus de moyens. Mais nous ne sommes pas satisfaits de la lutte engagée par les gouvernants contre le terrorisme, parce qu'en termes de résultats, ce n'est pas satisfaisant. Il y a 2 ans, c'était sporadique. Aujourd'hui, c'est quotidien. C'est plus normal de voir ou d'apprendre qu'il y a eu des attaques que d'apprendre qu'il n'y a pas eu d'attaques. Parce que tous les jours, lorsque vous êtes informé, il y a toujours des actions terroristes. Et on sent qu'il n'y a pas d'avancée. Il n'y a pas d'avancée au niveau de la lutte contre le terrorisme. De ce point de vue, si le gouvernement a mis des moyens, qu'il mette plus de moyens. S'il n'a pas encore mis de moyens, qu'il mette désormais des moyens pour pouvoir enrayer. Parce que nous ne sommes pas satisfaits des moyens, des mécanismes qui sont mis en œuvre pour réduire ou anéantir définitivement les attaques terroristes dans notre pays. Vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 FM. Vous êtes à votre émission L'invité de la semaine. Cette semaine, le porte-parole de la Coordination nationale des syndicats de l'éducation, Bonaventure Belem, est notre invité. Alors, cette actualité, le collectif contre l'impunité, la stigmatisation des communautés qui organise ce samedi 12 janvier une marche de protestation à la suite des tueries dans le village de Yurugu, dans la région du Centre-Nord. Le bilan s'élève officiellement à 49 morts et plus de 6000 déplacés. Les organisateurs entendent marcher contre un peu cette stigmatisation et les représailles organisées contre la communauté Peul dans cette localité du pays. Sur les événements de Yurugu, quel est votre commentaire sur ce drame? Bon, les événements de Yurugu ne font pas honneur à notre pays. Ces événements montrent que nous sommes encore loin
d'une nation. Dans une nation, on doit appartenir, on doit tout faire pour montrer qu'on appartient à un État. Et là, nous voyons qu'il y a un recul et c'est vraiment pas à notre honneur. C'est le vivre ensemble du Burkinabé qui est touché là. Et c'est regrettable. Donc sur la question, il faut bien que le gouvernement ouvre, pas le gouvernement, bon, sûrement le pouvoir judiciaire ouvre une information, que l'on prenne toutes les mesures qu'il faut pour identifier les auteurs, les complices, les co-auteurs et que la sanction soit à la hauteur de la forfaiture. Il faut qu'il y ait justice à Yirgou. C'est le plus important. Tant qu'il n'y aura pas de sanctions exemplaires à Yirgou, c'est un précédent très grave. Les représailles contre une communauté parce que ils auraient ou il y aurait des similitudes entre des complicités entre des uns et des autres. Je pense que si cette sanction n'est pas pédagogique de façon à rassurer et à assurer une sécurité au pays, il y aura d'autres problèmes. Et de mon point de vue, l'ambition des terroristes, c'est de créer ce chaos-là. Donc j'invite donc les autorités judiciaires à prendre la question en charge pour qu'une leçon soit donnée là-bas et que plus jamais des actions de ce genre ne se reproduisent. Pour la marche, je suis vraiment d'accord avec cette marche qui vise à réinstaurer le vivre ensemble, qui vise à interpeller le pouvoir judiciaire et les communautés à continuer à se supporter, à s'accepter, parce que c'est ça aussi l'unité. Si rien n'est fait à Yirgou, nous sommes bien partis pour le chaos. Cette situation a remis en surface le rôle des Korlowego parce que c'est cette structure d'autodéfense qui est mise en cause en fait dans les représailles mortuaires en fait. Pour d'aucuns, on ne comprend pas cette attitude du gouvernement à être laxiste, sinon à la limite très disponible vis-à-vis des Korlowego. Est-ce que vous comprenez ceux qui estiment qu'on a assez toléré les Korlowego au regard des dérapages qu'on a vécu ça et là? Rien que même dans la capitale Ouagadougou, on a eu des événements à Tanguin où il y a eu des représailles contre des bouchers. Oui, l'avènement des Korlowego, c'est juste, c'est malheureux, mais c'est, je dirais pas la démission, mais c'est un indicateur sûr de la faiblesse de l'État à assurer son devoir régalien de protection des biens et des personnes au Burkina Faso. Je ne légitime pas, je n'apprécie pas ce qu'ils font, positivement ou négativement. Mais j'ai dit que c'est arrivé parce que l'État était défaillant. L'État n'arrivait pas à assurer son devoir de protection des hommes et de leurs biens. Et c'est ce qui a conduit à la naissance des groupes d'autodéfense. Vous ne verrez jamais des groupes d'autodéfense dans un pays démocratique régulier. C'est parce qu'il y avait des voleurs, des délinquants qui partaient même le jour, dire officiellement « je viens le soir ». Récolte ton sésame, réserve ma part. Je t'ai vu au marché vendre 3 taureaux, donne ma part. Ça se faisait dans ce Burkina-là. Et au vu, donc, parce que l'État n'existait presque pas dans ces localités. Et c'est ce qui a conduit à la naissance des groupes d'autodéfense, les Korlowego. C'est pas normal dans un pays démocratique qu'il y ait des groupes d'autodéfense. C'est à l'État d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Mais pour ce qui est arrivé à Koutougou, à Rio, avant Ouagadougou, à Bobo pour leur implantation, à Yirgou aussi, c'est quand même trop. Que faut-il faire? Il faut que l'État voie et décide simplement de la suppression de ces groupes d'autodéfense. Mais lorsque l'État va se décider à les supprimer, il faut il y ait une réponse qui est attendue par les populations. Il faut que cette demande sociale-là soit comblée. Et cette demande sociale, c'est la sécurité. Donc, il faut que l'État remplace progressivement, travaille à ce que les Korlowego disparaissent et que l'insécurité ne revienne pas. Parce qu'il y aura aussi des difficultés. Si l'État décidait de but en blanc la suppression des Korlowego et les zones que l'on connaissait assez dangereuses redeviennent dangereuses. Vous voyez un peu la zone de l'Est. Il y a des localités dans lesquelles on ne pouvait même pas circuler le jour parce que l'État n'était pas là. Il faut que l'État travaille à avoir un maillage sécuritaire d'un certain niveau et à supprimer simplement les Korlowego parce que c'est un déni de la démocratie que de voir
des Cogolero se pavaner en pleine ville, armes en main, comme si on était dans une jungle. Sur le volet social, le gouvernement a finalement consenti une baisse de prix du carburant. Cette baisse est en vigueur depuis ce 9 janvier 2019 et de l'ordre de 20 francs CFA sur le prix du super, 30 francs CFA sur le gasoil et 83 francs CFA sur le prix du pétrole lampan. L'exécutif burkinabé avait procédé à une hausse de 115 francs CFA sur le prix du carburant en novembre 2018. La coalition nationale contre la vie chère, la corruption, l'impunité, la corruption pour les libertés avait dénoncé cette hausse à travers une marche de protestation et exigé le retour aux anciens prix. Un audit de la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures. Les patrons des sociétés de transport avaient eux aussi haussé le ton et menacé d'augmenter le prix du ticket de transport. Monsieur Belem, déjà, quel est votre commentaire sur cette baisse du prix des hydrocarbures? Oui, la baisse du prix des hydrocarbures est intervenue seulement de 20 francs. Donc nos attentes, c'était de revenir. Si on ne peut pas descendre, réduire de plus de 75 francs, qu'on revienne au moins aux 75 francs qui avaient été augmentés. La CCVC estime dans une déclaration que c'est une diversion avec cette baisse de 20 francs CFA. C'est tout à fait une diversion parce que l'on passe à une augmentation de 25, on revient à 20 francs et on dit non, que c'est le cours qui induit cela. Je pense que le rapport qu'il y a entre les populations et le gouvernement, c'est qu'il y a une crise de confiance. Le gouvernement ne nous rassure pas sur sa bonne foi, sur sa gestion transparente des deniers publics. Si on était convaincu que les fluctuations liées au prix des hydrocarbures étaient liées aux fluctuations au niveau mondial, on serait rassuré et on se serait peut-être réjoui de la baisse des prix de 20 et de 30 francs. Malheureusement, nous ne sommes pas convaincus de la transparence autour de la question des hydrocarbures. Parce que le gouvernement avait estimé qu'il ne pouvait pas reculer, qu'il ne pouvait pas diminuer le prix des hydrocarbures quand il y a eu cette hausse et que la CCVC avait demandé de revenir aux anciens prix. Pour vous, manifestement, comment vous expliquez cette attitude du gouvernement qui, après, fait un retour en arrière, même si c'est une baisse de 20 francs CFA? Bon, j'ai dit qu'il y a un problème de confiance entre les gouvernants et le gouvernement. Si on était en relation sincère de confiance, ça nous aurait rassuré qu'ils étaient dans l'impossibilité de baisser parce que le cours était tel qu'on ne pouvait pas baisser. Et que maintenant c'est intervenu parce que c'est possible. Malheureusement, les comportements des dirigeants, la façon de s'exprimer et un certain nombre de précédents font qu'on ne croit pas tellement aux dires de nos gouvernants. Si bien que on a du mal à comprendre. Sinon, présentement, il n'y a pas de secret par rapport au cours du baril et autres. À tout moment, on peut suivre la fluctuation du cours. Mais on ne nous a pas dit, sur le litre d'essence, qu'est-ce que le gouvernement prélève par litre? Qu'est-ce que le gouvernement fait pour que ces produits de première nécessité soient accessibles? S'il y avait un rapport de confiance, les hausses et les baisses pouvaient être acceptées sans que la population ne bronche. Mais là, il y a une gestion très opaque de la question des hydrocarbures au pays et il faut qu'on revienne à une certaine clarté, à une certaine véracité dans la communication entre les gouvernants et les administrés. Un mot sur l'actualité judiciaire avec les activités au niveau des palais de justice du Burkina qui sont ralenties. Depuis le 22 octobre 2018, les gardes de sécurité pénitentiaire observent une suspension des audiences correctionnelles au niveau des palais de justice due au refus d'extrait et de conduire les détenus pour les jugements et la levée du dispositif sécurité autour des palais de justice du Burkina. Le gouvernement a par la suite suspendu les activités du syndicat national des GSP, la révocation de 10 gardes de sécurité pénitentiaire pour faute lourde. Il y a eu des retenues de salaire qui ont été opérées sur le salaire, sur les rémunérations de certains GSP dans ce mois de décembre 2018 et dans une déclaration, les syndicats de magistrats appellent le gouvernement à trouver d'urgence une solution au ralentissement des activités judiciaires dues à ce mouvement d'humeur des GSP. Globalement, sur cette question du mouvement d'humeur des GSP, quel est votre avis, Monsieur Belem? Oui, nous ne sommes pas, en tant que structure syndicale, nous sommes contre les remises en cause des libertés syndicales. Lorsque une structure est légalement constituée, elle a des missions à exécuter. Et ces missions, c'est essentiellement des revendications pour l'amélioration des conditions de vie de travail et des personnels, des membres de ces structures et un peu l'intérêt national. Les structures syndicales ont cette mission-là de défendre leurs propres militants, mais aussi s'intéresser à la question de l'intérêt national. Donc pour ce qui est des camarades
GSP, ce qui arrive, ce n'est pas gai, ce qui se passe. Il faut que le gouvernement arrête de menacer et aller à la résolution des problèmes. Il ne sert à rien de réprimer, il faut aller aux solutions. Et c'est ce à quoi j'invite les gouvernants. Le procès des accusés du coup d'État manqué de septembre 2015 a repris ce lundi 7 janvier 2019 après une suspension entamée le 27 février 2018. Le général de gendarmerie Djibril Basoulé fait face à la justice militaire pour répondre des faits de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, mettre coups et blessures volontaires et trahison. L'officier général de gendarmerie est le dernier sur la liste des 84 accusés, dont 115 à être dans le box des accusés, à passer à la barre en entendant des confrontations et le passage des témoins et des parties civiles. Comment vous appréciez globalement la tenue de ce procès contre les accusés des événements de septembre 2015? Oui, les structures syndicales ont toujours invité le gouvernement et le pouvoir judiciaire à aller à la justice et à juger les coupables. Pour ce qui s'est passé, au-delà des procédures judiciaires, certains ont dit officiellement, se sont prononcés sur leur implication par rapport à ce coup d'État. D'autres implications ne sont pas assez vérifiables directes, mais qu'à cela ne tienne, nous faisons confiance à notre justice et nous pensons que la justice sera rendue. Justice sera rendue aux milliers d'innocents. Bon, pas aux milliers d'innocents affectés par cette crise et ce coup d'État qui était de trop. Justice devrait être rendue aux victimes, aux morts et aux blessés de ce coup d'État, de cette forfaiture. Nous faisons confiance, comme je disais, au pouvoir judiciaire qui saura situer les responsabilités et punir à la hauteur de leur forfaiture. Alors, au regard du déroulement des débats, est-ce que vous pensez que les Burkinabés sauront ce qui s'est réellement passé le 16 septembre 2015, le jour suivant? Bon, nous faisons confiance au pouvoir judiciaire. C'est vrai que c'est un procès qui dure, c'est vrai, à bientôt une année. C'est vrai, au Burkina, nous n'avons pas la culture de ces longs procès. Généralement, quand on part à un procès, dès le lendemain, c'est géré et puis bon, la sentence tombe et c'est plus rapide. Mais ici, nous avons 1 an de procès. C'est sûr que ça va aller au-delà. Ça fait déjà 1 an bientôt. Et la confrontation va prendre peut-être encore 12 mois. Et c'est vraiment pour ceux qui auront longue vie qui vont voir les sentences de ce procès. Bon, mais comme c'est la procédure, je pense qu'on ne peut qu'attendre et souhaiter vivement que justice soit rendue et que les sanctions tombent pour ceux qui doivent être sanctionnés et que les réparations soient faites à l'endroit de ceux qui doivent subir des réparations. Point final de l'invité de la semaine. Radio Liberté recevait le porte-parole de la coordination nationale des syndicats de l'éducation, Bonaventure Belem. Il est inspecteur d'éducation des jeunes enfants et il est le secrétaire général du syndicat national des professionnels de l'éducation préscolaire, un des 15 syndicats formant la coordination nationale des syndicats de l'éducation. Bonaventure Belem, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour la parole donnée et merci à l'ensemble des auditeurs de Radio Liberté. L'émission a été mise en onde par Tiona Sanogo, présentation Atiana Serjoulon. Rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission sur Radio Liberté 92.8 avec un nouvel invité. En attendant, bonne suite de programme sur la 92.8 FM, La Voix citoyenne.